Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, Doug Ford va avoir sa rencontre aujourd'hui à Washington. C'est une importante rencontre dans le cadre de cette guerre commerciale que nous livrent les États-Unis. Oui, Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, sera là. Il sera accompagné du ministre des Finances, Dominique Leblanc, et du ministre de l'Innovation, François-Philippe Champagne. Ils vont rencontrer le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick. Et ça fait suite à tout le psychodrame qu'on a eu cette semaine, c'est-à-dire qu'en début de semaine, M. Ford avait annoncé des tarifs de 25 % sur les exportations d'électricité vers essentiellement 3 États américains, New York, Minnesota et Michigan. Ça allait toucher 1,5 million de foyers américains. Ça a heurté le Donald. Ça a un petit peu heurté le Donald qui avait menacé d'instaurer des tarifs donc de 50 % et non 25 % sur l'acier et sur l'aluminium en guise de représailles. Ford, dans les heures qui ont suivi, a finalement reculé en disant « J'ai obtenu cette rencontre-là, on va essayer un petit peu d'enlever de chaleur. » là. Mais et à ce moment-là... il s'était un peu perdu dans son enthousiasme, M. Ford, parce qu'il avait laissé entendre qu'on allait renégocier, que jeudi, là, il allait amorcer la renégociation de toute l'entente de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Ouais, ça n'aura pas lieu. M. Leblanc, hier, le ministre des Finances du Canada, a calmé le jeu. Là. Oui, c'est ça. Donc, on a écarté cette possibilité-là. On va se concentrer vraiment là, sur la guerre commerciale actuelle et avec les tarifs. M. Trump a quand même eu de bons mots là, pour le premier ministre de l'Ontario. Quand même, a parlé d'un homme qu'il respectait, quelqu'un de fort. Hein, l'a appelé M. le premier ministre et non le gouverneur ou tout autre sobriquet. Et d'ailleurs, selon Dominique Leblanc, la délégation canadienne pourrait faire entendre raison à l'administration. Trump, le voici. Notre gouvernement continuera de travailler sans relâche afin de convaincre l'administration de M. Trump d'abandonner entièrement ses droits de douane totalement injustifiés. Ben voilà. Mais j'ai hâte de voir ce qui va ressortir de ça parce que on a l'impression qu'Howard Lutnick, c'est comme s'il est un peu plus raisonnable, tu sais, que c'est comme si lui, il est pas... Et son boss. Ben c'est ça. C'est comme si lui-même, il fait partie de ceux qui essayent de calmer le cheval en cavale, tu sais, dans la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'il va leur dire aujourd'hui? Parce que dans plusieurs reprises, là, il donnait des entrevues à des médias américains la veille d'une décision de Trump. Puis ça donnait l'impression, ça va peut-être être plus raisonnable qu'on pensait, mais quand c'est Trump qui a le crachoir, là, ça tourne autrement. Donc, à suivre aujourd'hui. Ceci étant dit, hier, il est quand même entré en vigueur ce 25 % de tarif sur l'acier et l'aluminium. Et le Canada a répliqué immédiatement, mais là, cette fois-ci, on n'est pas seul. Non, on n'est pas seul parce que l'Union européenne aussi a répliqué. La Chine répliquera également. Voici donc la réplique du Canada. On parle de 29 milliards donc de produits américains qui seront touchés par des tarifs. On parle de 12 milliards pour les produits en acier, 3 milliards pour les produits en aluminium et à peu près 14 milliards pour toutes sortes d'autres produits. Parmi ces produits-là, on retrouve des outils, des ordinateurs, des jeux vidéo, de l'équipement de sport comme des bâtons de golf, des cannes à pêche, des instruments de musique, des produits en fonte et des bijoux. Essentiellement, on a pigé dans la liste de produits qui devaient être ciblés là, par la deuxième ronde de tarifs. On a commencé déjà à en appliquer. Mais dans les produits en aluminium, là, je me suis posé la question, parce que là, on parle de produits transformés, de produits finis en aluminium dont on va mettre sur lesquels on va mettre une surtaxe de 25 %. Je me suis demandé, est-ce que certains de ceux-là, ou plusieurs de ceux-là, sont faits avec l'aluminium du Québec? Parce que c'est ça qui devient fou. Quand tu parles d'économie intégrée, là, toi, tu surtaxes un produit en aluminium américain, mais l'entreprise américaine qui te le vend... Il l'a prisé. Ben, sa matière première, son aluminium. Mais là, tu comprends que si tu taxes, l'aluminium passe à la frontière pour aller fabriquer quelque chose, tu le taxes. Donc, lui, son coût de production augmente. Puis toi, tu le retaxes quand tu le rachètes. Fait que finalement, le Québec, tu rachètes ton propre aluminium que quelqu'un d'autre a transformé. Mais là, t'es rendu à 35, ou c'était dépendamment du type, à 50 % de rajout sur le prix. Et on est rendu là. On est rendu là. On est rendu là, mais ça peut être aussi fou que ça. J'ai souri ce matin en voyant Marco Rubio, secrétaire d'État américain, qui se présente au G7. Puis là, quelqu'un lui a demandé, est-ce que vous avez peur de recevoir un accueil un peu froid là, au Canada, puis de tous les autres partenaires européens ou du G7? Puis il a dit, je vois pas pourquoi. Voulez-vous, Monsieur Rubio, que je vous donne 2-3 exemples?
de possibilités. Il dit a qu'il voit l'air pas, fou. il dit qu'il voit pas du tout pourquoi il recevrait un accueil froid. Manque d'introspection. Quoi qu'il en soit, il a déjà reçu son accueil. Là, il est arrivé hier, d'ailleurs. Bon, ça se passe dans Charlevoix, à la Malbaie, là où même Donald Trump avait claqué la porte, là, en 2018, on se souviendra. Là, de sa c'est beau le sortie manoir Richelieu, fracassante. puis il ne doit pas savoir comment il y a un beau terrain de golf là pour être parti. Avoir agi de cette façon-là. Là, cette fois, ce sont les ministres des Affaires étrangères du G7 qui se rencontreront donc jeudi et vendredi. Mélanie Joly qui reçoit ses homologues. Bon. C'est sûr qu'on va parler de l'éventuel cessez-le-feu de 30 jours là, en Ukraine. On attend une réponse de la Russie, mais la guerre tarifaire va être omniprésente. Et d'ailleurs, Mélanie Joly a été très, très claire dans ses déclarations envers Marco Rubio. Elle a dit notamment plusieurs déclarations. Je vous en fais entendre un petit extrait. C'est pas la première fois que je le soulève avec le secrétaire d'État Rubio. Je l'ai fait encore la semaine passée lorsque je lui ai dit que tout ce qui était lié à la rhétorique du 51e État, ça passait pas. C'est même pas à négocier. Alors, mais lui, il dit qu'il veut pas parler de ça. Non, mais probablement que ça va devenir quand même un sujet de conversation. Elle a dit aussi un peu plus loin, vous arrivez dans notre pays, vous respectez notre coutume, notre approche et notre souveraineté. Alors, elle a été assez claire là-dessus. Gros dispositif de sécurité, encore une fois, bien sûr, lorsque des leaders du monde se réunissent. Mais tout ça en préparation du sommet là, qui se tient en banlieue de Banff, là, en Alberta, cette superbe partie du Canada au mois de juin. Pour moi, ça demeure le grand mystère. Là, Rubio vient à Charlevoix dans la rencontre préparatoire. Donc, normalement, la logique 1 + 1 = 2. Si tu viens à la rencontre, si tu vas à la rencontre préparatoire de quelque chose, parce que ton pays va être au sommet lui-même, à l'événement lui-même. Mais on dirait que je le vois pas. On dirait, on dirait que j'ai de la misère à figurer Donald Trump en juin. Remarque, il va couler de l'eau sur les ponts, il reste 3 mois, là. Mais en sol canadien... l'accueil au Canada. Il va y avoir des manifestations. On peut prévoir. Mais est-ce que lui va vouloir venir? Déjà qu'il a l'air du gars qui est en train de complètement d'isoler les États-Unis, de se retirer de l'OTAN, de se retirer de tous les forums internationaux. En tout cas, j'ai hâte de voir. Est-ce que Marco Rubio est vraiment là de bonne foi cette semaine pour préparer là, l'ordre du jour, pour préparer le contenu d'une rencontre à laquelle son boss clairement va participer? Ou est-ce que Trump va nous faire la surprise ou l'espèce d'affront de ne pas se présenter? Puis là, ça vaut quoi un G7 qui devient un G6 sans les États-Unis? Enfin, c'est une question que je me permets de poser. Demain, notre nouveau gouvernement canadien sera assermenté, notre nouveau premier ministre. Le 24e de l'histoire du Canada, Mark Carney, dans la presse ce matin, sous la plume de Joël Denis Bellavance, on a certains détails. Donc, assermenté vendredi, va dévoiler aussi son cabinet à ce moment-là. On sait que Mark Carney, cette semaine, a multiplié les rencontres de brefage. Un peu plus tôt cette semaine, lundi, a rencontré le caucus libéral. Hier, il était à Hamilton, visite dans une usine. Pas pris de questions de journalistes. Hein. Par contre, a fait des déclarations. Là. Déclarations quand même sobres. Moi, j'ai écouté son point de presse. Je comprends qu'on joue la carte du gars rassurant face aux Américains qui paniquent pas. Je me suis quand même dit, je me suis imaginé pendant un instant, OK, mettons qu'on est en campagne électorale, ça, c'est le point de presse quotidien, là. Hey, c'était terne, pas à peu près, là. C'est des déclarations sans émotion, sans... Fait que peut-être que c'est ce que les Canadiens veulent à ce moment-ci, mais je me disais, écoute, est-ce que tu peux faire campagne électorale sur un ton aussi plate? Là, aussi... Conseil de relations publiques. Un point de presse avec un ticket attaché sur la tête, c'est jamais une bonne idée. Ouais, c'est un risque. C'est toujours... Oui, puis surtout, c'était pas... Ton casque, c'était pas parfait. Son casque, c'était pas parfait. C'était pas un succès. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous attend demain lors du dévoilement là, du cabinet? Un cabinet probablement plus petit lorsqu'on recoupe les informations qui circulent dans les médias. Il y a plusieurs ministres clés, en tout cas seniors du gouvernement Trudeau, là, qui conserveraient leurs fonctions. Ce serait le cas de Mélanie Joly, Dominique Leblanc et M. McGuinty là, à la sécurité publique. Et là, l'échéancier. Les 2 dates qui circulent, on a probablement entendu les mêmes, là, élection le 28 avril ou le 5 mai. Mais là, pour qu'il y ait élection le 28 avril ou le 5 mai, il faut déclencher au plus tard le 23 mars. Ouais. Donc, pas ce dimanche-ci, mais l'autre d'après. C'est ça. Moi, je pense, sincèrement, si tu me le demandes, je pense que ça va être le 23 mars pour le 28 avril. Parce que... J'ai annulé ma demande de congé, d'ailleurs. Ça me paraît sage. Parce que ce qui varie, dans le fond, c'est la durée de la campagne. Si tu vas lire la loi électorale, la campagne peut en durer, je pense, entre 37 et 51 jours, quelque chose comme ça. Donc, tu peux faire... Le gouvernement qui déclenche peut choisir une campagne un peu plus longue, un peu plus courte. Et moi, si je suis l'organisateur de Mark Carney, là, qui a 0 expérience politique,
garde ça le plus court possible. D'abord, il est sur un bon momentum présentement. Présentement, là, le momentum est de son bord, puis on le sait en politique, à un moment donné, ça casse, puis tu sais, t'as des bonnes nouvelles, puis ça rebascule vers des mauvaises nouvelles, puis là, tu peux partir sur une séquence de mauvaises nouvelles. Fait que quand t'es sur du positif, là, étire pas ça pour rien d'un. De deux, je veux dire, à moins qu'il soit... à moins qu'il soit le Sidney Crosby ou Lane Hudson des campagnes électorales, M. Carney, la probabilité, c'est que ça va être tough pour lui, là. Les débats, les points de presse quotidiens, il n'a jamais fait ça de sa vie. Fait que, tu sais, garde ça au plus court, là. Plus tu l'étires, plus, à mon avis, tu augmentes le risque qu'il s'enfarge, qu'il trébuche, puis là, ben, ça amène les mauvaises séquences que je décrivais tantôt. Alors, pour moi, déclenchement 23, élection 28. Parce qu'il y avait eu ce scénario là, de déclenchement vraiment hâtif. Finalement, ils sont pas prêts pour ça du tout. Pour une élection le 22, ça, j'aimais pas ça. Le mardi de Pâques, là. Ah, oui. Tu fais une élection un mardi, parce que le lundi de Pâques est un férié. Ça, je trouvais ça pourri. C'est compliqué les affaires pour rien. On est habitué à un lundi. Mais lundi 28, là, je pense que ça va être ça, le scénario. Dossier ce matin dans le journal, parce que Donald Trump, on sait, il fait tout pour nous rendre fous. Là, puis il a réussi à installer l'idée que là, le problème, c'est que du Canada vers les États-Unis, les mauvaises choses rentrent. Là, le fentanyl, puis on surveille pas notre frontière. Et je sais, plusieurs gens du public nous écrivaient puis disaient « Ouais, mais il passe des affaires l'autre bord, les armes, puis tout ça. » On sait tout ça. Mais là, disons que le journal a assez solidement documenté ça ce matin. Oui, un dossier hyper exhaustif, intéressant du bureau d'enquête. C'est en une du journal ce matin, d'ailleurs, où on titre « Les armes américaines, un fléau ». Essentiellement, la majorité des armes à feu saisies par nos forces de l'ordre au Québec, mais aussi ailleurs au Canada, proviennent des États-Unis. Et là, il y a des documents... On peut pas dire qu'on est surpris, là. Non, on tombe pas en bas de notre chaise, mais là, c'est vraiment très bien documenté. D'ailleurs, des documents policiers qui sont inédits, qui ont été obtenus par nos collègues du bureau d'enquête et l'agence QMI, mettent aussi des visages sur qui bénéficie de cette contrebande d'armes-là alimentée par les États-Unis. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il y a plusieurs gros noms de la mafia montréalaise, des leaders notoires qui se sont fait arrêter en possession d'armes à feu en provenance de la Floride, importées illégalement au Québec par des contrebandiers qui passaient leurs marchandises dans une bibliothèque des cantons de l'Est, directement située sur la frontière. Parce qu'on a fait des blagues sur cette bibliothèque, puis c'était bien sympathique qu'elle était sur la frontière, puis tout ça, puis finalement, il y a peut-être un côté moins sympathique, là. Non, et ça passait par les toilettes de la bibliothèque Haskell à Stansted, entre autres, là. C'est vraiment fascinant, cette histoire-là. Et quand on regarde juste le prorata des armes par tranche de 100 habitants, OK? Au Canada, on parle de 34,7 par tranche de 100 habitants. Aux États-Unis, 120,5 par 100. Donc, c'est plus qu'une arme par personne. Aux États-Unis, il y a plus d'armes que de citoyens maintenant. Ouais, et des chiffres aussi, puis ça avait sorti au début de l'année, là, de mémoire, c'était François Bonnardel qui présentait des chiffres, là, 53% des armes saisies proviennent des États-Unis. Et dans toute la guerre des stupéfiants, le 3/4 des armes qu'on saisit proviennent des États-Unis. Même en termes de stupéfiants, je serais curieuse de voir les chiffres de qu'est-ce qui part des États-Unis pour venir au Canada. Parce que, tu sais, les pointes, le sens inverse, mais moi, je serais curieuse de voir les États-Unis vers Canada. Non, mais c'est la force de Trump. Lui, il part avec son message. C'est comme s'il fait oublier tout le reste. Parce que, tu sais, lui amène ses menaces. Mais je pense que c'est important quand même qu'on ramène les faits comme ça. Il va y avoir une grosse conférence de presse cet après-midi à Montréal et notamment avec la mairesse, la police, et c'est tout un changement là, qui s'en vient dans le métro. Oui, c'est terminé le flânage dans le métro de Montréal. On ne tolérera plus ça. On sait qu'il y a toute la crise de l'itinérance, sentiment d'insécurité dans le métro. Alors, dans la presse ce matin, on a les détails donc de ce plan de la STM qui va adopter une politique d'obligation de circuler. Alors, c'est-à-dire obligation de circuler, plus de flânage dans les entrées des stations de métro, dans les stations comme telles. Et là, on va réaménager aussi certains espaces. On va fermer certains espaces communs. On a beaucoup parlé de la mezzanine de la station Place des Arts, où il y avait souvent attroupement, consommation de drogue. 7 autres stations aussi seront réaménagées. Et ce qui va changer, ce qu'on peut lire aussi ce matin dans la presse, c'est que les constables spéciaux n'auront plus à être témoins d'une situation problématique. Ils vont pouvoir, là, expulser des gens, n'auront pas à constater de visu, par exemple, consommation de drogue ou quoi que ce soit. T'as lu la citation du monsieur de la sécurité de la STM qui dit « Jusqu'ici, pour amener les gens, il fallait les prendre en flagrant délit. » Or, très souvent,
quand ils nous voient arriver, ils arrêtent de fumer, de boire, d'uriner. Ça nous empêche d'agir parce qu'on ne les prend pas en flagrant délit. Il y a des grandes chances qu'ils arrêtent, effectivement. Oui, c'est pas toujours des flagrants délits de tendresse. Et parallèlement à tout ça, on a d'autres chiffres aussi. Puis c'est assez révélateur là, sur le sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité dans le métro, un sondage, entre autres, de la STM. 1 voyageur sur 2 ne se sent plus en sécurité dans le métro. Les constables aussi sont témoins, puis de plus en plus la cible d'actes de violence. Quelques chiffres. En 2023, les constables ont réalisé 48 000 interventions. En 2024, ça passait à 58 000. Et juste entre, mettons, janvier et la fin février, on était à 15 000. Alors, vous voyez, c'est en forte croissance. Et alors, on prend les actions requises là, au cours de la journée. Ça sera annoncé cet après-midi. On en sait plus sur ces spectacles. On savait qu'on allait souligner l'album de les 30 ans, de l'album 2 de Céline Dion, mais là, on en sait plus sur ces spectacles. Bien, on sait qui va faire partie des spectacles. On sait que oui, le Festival d'été de Québec va l'accueillir, mais les Franco de Montréal aussi, parce que quand on pense au 13 mars, ce n'est pas que les 5 ans de la COVID, c'est aussi les 30 ans de la première fois où on a entendu la chanson « Pour que tu m'aimes encore ». On les a toutes chantées, ces chansons-là, d'un concours scolaire. Là. C'était toujours des chouettes chansons. Moi, je n'étais pas capable d'atteindre la note. Je deviendrai ces autres. Fait que j'avais changé les paroles pour « Je deviendrai quelqu'un ». Puis je demandais à mes amis d'applaudir très fort pour enterrer ce petit bout-là. OK, c'est bon. Bref. Alors, c'est un album qui est historique. C'est un des albums franco les plus vendus à travers le monde. C'est 10 millions d'albums vendus. Alors, Marie-Denise Pelletier, Ariane Roy, Martine Sinclair, Lou-Adrienne Cassidy, Brigitte Boisjoli, Safia Nolin et Rita Baga vont réunir leurs voix pour offrir cet hommage 30 ans à l'album 2 avec Jean-Jacques Goldman. Faut dire qu'à l'époque, ils ont failli refuser de collaborer avec lui parce qu'il y avait quelque chose en branle avec Luc Plamondon. Puis ils disaient, bah, pas vraiment intéressé cet album-là. Puis finalement, Jean-Jacques Goldman a dit, mais moi, si j'ai à travailler avec quelqu'un, c'est soit elle ou Aretha Franklin. Je veux absolument travailler avec sa voix, sa vie personnelle. Je m'en fous un peu, mais je trouve qu'il a un talent brut. Donc, il a vraiment bâti une documentation pour les convaincre qu'il fallait qu'ils fassent l'album 2 ensemble. Puis il a appris à Céline à chanter plus sobrement. Il dit, je voulais moins de R, moins de M, moins de... Fait qu'il l'a calmé un petit peu là-dessus. Il disait plus sobre, déchanté, entre guillemets. Je me souviens, moi j'ai appris ce mot-là, déchanté. Ça, je me souviens de ça il y a 30 ans. Là. Oui. Ça avait sorti parce on entendait Céline différemment. Puis je pense pour plusieurs, entre autres en français, ça disait, c'est vraiment beau. Mais déchanté, là. Oui, déchanté. J'ai appris ce mot-là. Puis je trouve ça intéressant parce qu'après, il y a eu plusieurs collaborations. On pense entre autres à le nom m'échappe, mais c'est ça. C'est suffisait d'aimer une fille et 4 types. Après, il y a eu encore un soir en 2016. Il y a des rumeurs qui collaboreraient encore ensemble cette année avec un nouvel album. Mais on le voudrait là, parce qu'ils sont, ça donne vraiment là, des albums, des chansons extraordinaires. Là. Exceptionnel. Tu sais, pour que tu m'aimes encore, on est encore là à se bouger les épaules. Mais tout l'album 2, c'est un magnifique Les derniers album. seront les premiers. On se dit ça avec le Canadien. Cherchez encore, regarde-moi, tel est mon destin. C'est fabuleux. Donc, on espère une nouvelle collaboration, mais Célébrons Céline est présenté donc pour les Franco de Montréal. Les billets seront mis en vente vendredi 10h. Ensuite, il y a le Festival d'été de Québec, donc en juin et en juillet. 15 juin pour la Place des Arts, 13 juillet pour le Festival d'été de Québec, mais aujourd'hui, 13 mars, ça fait 30 ans qu'on entendait Pour que tu m'aimes encore pour la première fois. Le Canadien qui a perdu en prolongation. En fait, c'est un jeu qui risque de passer dans les annales de la Ligue nationale, oui. Celui qui les a battus. Puis on a battu un record aussi pour la période de prolongation la plus courte de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, 4 secondes. Alors, le Canadien, c'est un jeu truqué, c'est un jeu truqué, préparé. Ouais, je vous dis tout de suite la fin du match. Là, donc, le Kraken qui remporte ce match-là, 5-4 contre le Canadien. On est en prolongation. Le Kraken remporte la mise au jeu. Et là, mais il remporte en inversé, là, c'est ça qui... faut quasiment le voir pour le comprendre. Ouais, je vais essayer de vous décrire le mieux possible. Là. Donc, Brandon Montour est à l'aile, OK? Le joueur de centre du Kraken remporte la mise au jeu et lui, il devance pratiquement même là, la mise au jeu. Lui, il Moi, part j'aurais comme demandé une la fusée. révision vidéo. Ça aurait été Est-ce tentant. que Montour a bougé avant que la rondelle touche? Parce que le jeu est truqué, il gagne la mise au jeu, mais en l'envoyant en sens inverse, vers le but en avant. Exact. Montour arrive, capte la rondelle, il est seul devant le gardien. Et
Marc, ça prend 4 secondes. Faut pas cligner des yeux. Non. Dans ce Mais match-là... est-ce que Montour a levé un patin? Est-ce qu'il est parti à patiner avant que la rondelle touche la glace? D'après moi, oui. Mais lui, honnêtement, c'est tout un match pour Brandon Montour. Là. 2 buts, 2 passes, donc un match de 4 points. Le Canadien tirait de l'arrière 2-0 lorsqu'en deuxième période bénéficie d'un avantage numérique et qui d'autre que Patrick Laney dans son bureau. Guéri de sa grippe. Guéri de sa grippe, visiblement, là, plus de symptômes grippaux, qui marque son 15e. Alex Newhook, donc, fait l'égalité 2-2 avec son 13e, d'une passe de Patrick Laney. Fini la grippe. Et Juraj Slavkovski, honnêtement, est sur une très, très bonne séquence. Il a marqué 2 hier, son 13e et 14e. Et là, le Canadien menait 4-2 tout à coup. Le Canadien menait 4-2, ça allait très, très bien. Mais en troisième période, bang, 2 buts du Kraken. On s'en va en prolongation. Et 4 secondes seulement après le début de la prolongation. Ce qui fait que pour le voyage de 4 matchs dans l'Ouest, le Canadien va chercher 4 points. Bon, dans le classement, parce qu'on surveille ça de très, très près. On est sur le qui-vive. On est toujours on va être sur le qui-vive jusqu'à la fin, mais c'est excitant, c'est ça qu'on veut. Les Blue Jackets de Columbus sont 8e, 70 points. Hier, ils sont en série à 70 points. On perd en prolongation. On a un point. Point quand même. Canadien 9e avec 69 points. Okay. Prochain match, samedi. Sauf les que Panthers de la Floride. Ce matin, je regardais le classement. Pour cette place présentement occupée par par Columbus, là, il y a 6 équipes qui sont en dedans de 3 points et qui se battent pour cette place en série. Là. Fait que, tu sais, oui, le Canadien est proche, mais il est avec 5 autres concurrents qui se battent pour la même place en série. Dans les Rangers, 68 points, les Wings, 68, les Bruins, 68, mais qui ont fait une vente de feu dans les derniers jours. Les Highlanders sont 13e un petit peu plus loin, à 65. Là, ça devient plus difficile.